Alors on l'a vu, hein, une matinée dense, beaucoup d'enjeux. Hein. On échangeait d'ailleurs avec le maire adjoint de Paris et qui disait effectivement ça bouge, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations. D'un côté, oui, une pression de la société, une volonté des citoyens d'avoir un vivre ensemble, de se réapproprier la ville. Et puis de l'autre, c'est bien, des entreprises au rendez-vous, des assos qui poussent aussi. Donc tout un tissu de l'innovation urbaine qui se met en place. Hakim, du coup, à Lille, Lille hein, qui est une ville extrêmement dynamique, a été impactée un peu comme toutes les villes pendant le Covid. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour essayer de redensifier, de relancer un peu ce cœur de ville en passant par les infrastructures tout d'abord. Oui, d'abord merci de m'accueillir pour parler de la ville de Lille. Effectivement, comme toutes les villes et tous les territoires de France, et j'ai envie de dire en Europe et dans le monde, on a dû s'adapter au quotidien. J'étais encore en train de lire les dernières recommandations sur la crise sanitaire qui est encore là malheureusement. Et donc on a dû s'adapter. Il y avait une chose importante, effectivement, c'est la question des infrastructures sur laquelle il fallait absolument assurer la robustesse des systèmes, notamment les télécoms, enfin tout ça a été dit. La question des connexions, la question du télétravail, parce qu'il fallait que les agents continuent à fonctionner pour continuer à avoir un service public, et les sujets tout simplement de data. On a développé un certain nombre de choses à ce moment-là, enfin, on l'a accéléré parce qu'on avait l'intention de le faire, le travail sur un schéma directeur des capteurs, parce que quand on veut être résilient, on a besoin de piloter, d'avoir une image assez précise. Huawei présentait de manière avec beaucoup de talent ce qu'ils peuvent faire dans le monde. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Donc l'adaptation en permanence. Mais l'adaptation, ça veut dire être informé, être capable de pouvoir savoir ce qui se passe à l'instant T, parce qu'une ville, ça continue à vivre. Il y a des accidents, il y a des problématiques d'accès aux droits, accès aux services. Et donc ça, pour nous, c'était important. Les lieux, aussi, deuxième enjeu, les lieux, c'était d'abord, on a continué à faire vivre nos centres sociaux, d'une manière évidemment dégradée, nos tiers-lieux, nos sites d'excellence, parce qu'on a beaucoup travaillé, notamment, j'en ai un exemple, avec les équipes d'impression 3D. On a mis en ligne 450 imprimantes 3D pour déployer tout ce que vous savez, des visières ou je ne sais quoi. Et ça, c'était important. C'était objectivement une filière qui n'existait pas chez nous. Elle s'est renforcée au travers d'entreprises. Et surtout, des espaces où on pouvait assurer une indépendance vitale, qui était garder nos jardins ouvriers ouverts pour les plus démunis, parce que c'était un vrai sujet pour nous. Très bien. Et donc le dernier point, c'est... Le dernier, évidemment. C'est un vrai enjeu. Je pense qu'on l'a fait dans beaucoup de territoires. Il y avait la question d'abord de faire vivre, et c'est le sujet de la table ronde, faire vivre le tissu économique, notamment les commerçants, faire en sorte qu'ils soient approvisionnés, faire en sorte qu'ils puissent travailler correctement avec les conditions sanitaires qui étaient les nôtres, et pouvoir assurer le minimum pour qu'ils puissent travailler correctement. Ça, c'était vraiment un enjeu. On a réussi, je pense, à amener des nouvelles formes de fonctionnement pour eux, qu'ils utilisent. Comme à Paris, on a étalé les terrasses, on a fait en sorte que les commerçants puissent en ligne proposer leurs services. On a une plateforme qui s'appelle Enjoy Mail qui nous permet non seulement de pouvoir permettre aux commerçants de faire du e-commerce, mais en plus, le cas échéant, de proposer des parcours à l'époque, encore aujourd'hui, mais à l'époque sur le kilomètre autorisé, proposer des parcours en fonction des besoins pour vraiment continuer à vivre le plus normalement possible. Et enfin, la dernière chose, c'est ne jamais oublier les plus éloignés et qui sont encore plus en fragilité dans ces moments-là. Et ça, c'était un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec Martine Aubry sur les dons alimentaires. Nous, on a une cantine, mais comme dans beaucoup de villes en France, qui coûte à peu près 90 centimes pour les personnes les plus démunies. Ces 90 centimes, si on les reporte dans les commerces au moment du confinement, étaient impossibles à atteindre. Donc il fallait surseoir à ça. Et donc la question d'inclure, de faire en sorte que les gens ne soient pas complètement éloignés de ces enjeux, de continuer.
et d'être indépendant, c'était un vrai sujet. L'inclusion, c'était aussi nos aînés, nos seniors. Gros sujet, évidemment, dans le contexte. Je vais pas, s'il y a des questions, on en reparlera, mais on a vraiment mis en place une stratégie assez puissante, notamment avec de la télésurveillance de nos EHPAD, de nos seniors qui le souhaitaient. Et enfin, c'est évidemment le travail qu'on a fait avec les enfants en mettant une plateforme en ligne d'accompagnement à l'aide aux devoirs. Merci beaucoup Hakim. Alors on l'évoquait, ce cœur de ville à multifacette à relancer. C'est... tiens, je te donne la zapette. Daniel, toi tu es dans cette logique effectivement avec Quadient de repenser la manière dont s'organise ce dernier kilomètre. On le voit, nous c'est vrai qu'on a fait le Hub Forum à Singapour pendant 5 ans avec INSEAD. Et on a eu l'occasion vraiment de voir à quel point le trafic du cœur de ville était de plus en plus lié aux livraisons du dernier kilomètre. Et donc, du coup, dans cette démarche de repenser le cœur de ville pour qu'il soit plus connecté et plus durable, c'est peut-être le moment de faire ces grandes transformations. Donc, tu arrives avec une vision assez intéressante. Est-ce que tu peux nous la partager ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'un secteur, si j'apprends à utiliser la zapette. Voilà. Je vais vous parler d'un secteur qui est en forte croissance et qui est celui du e-commerce. Et associé à cette forte croissance, il y a une croissance encore plus forte des colis parce que le panier moyen baisse et donc quand vous voyez plus 12% en revenus ou en chiffres, ça fera encore plus de colis. Et là, on parle vraiment du quotidien des habitants dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'ils reçoivent tous les jours X colis et ils essayent aussi d'en retourner ou d'en envoyer à leur tante, à leur grand-mère ou à leurs amis ou tout simplement à travers, par exemple, Le Bon Coin, à le vendre à quelqu'un d'autre. Et en fait, cette somme de colis, c'est quelque chose qui impacte vraiment le cœur des villes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, une grosse partie de ces transports se fait par le routier. Et toute la croissance qu'on voit, elle se fait par le routier. Et quand j'ai entendu depuis ce matin les priorités autour de l'écologie, autour de la décongestion des centres-villes, voilà quelques données qui font réfléchir. C'est-à-dire que 20% du trafic urbain est fait par la livraison de ces colis. 30% d'occupation de la voirie, parce qu'il faut bien à un moment donné s'arrêter pour livrer et déposer les colis. Et 25% des émissions de gaz à effet de serre sont amenées par ces flux entrants-sortants. Et donc les impacts sont extrêmement forts. Et donc la vraie question, c'est comment on peut minimiser ces impacts, les réduire. Donc nous, au niveau de Quadient, on a réfléchi à des solutions automatisées pour essayer de rendre ça le plus simple possible et le plus pérenne possible. Donc aujourd'hui, dans solutions automatisées pour finalement gérer les flux entrants, sortants, moi j'en connais 3, il y en a peut-être beaucoup plus, mais j'en connais 3. Je vais commencer par celles qui sont plutôt futuristes, même si on en entend déjà parler, le drone ou la voiture autonome. Il y aura l'utilité, ils vont amener quelque chose, mais ce n'est pas encore totalement mature. Et donc nous, on s'est focalisé sur la solution mature d'aujourd'hui, qui est la consigne automatique, qui est une consigne intelligente, et qui permet de gérer les flux entrants et les flux sortants en créant une infrastructure qui est utilisable par tout le monde. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de repartir des challenges et de se poser la question de savoir pourquoi cette infrastructure est importante. Je l'ai entendu ce matin plein de fois par toutes les villes, l'enjeu écologique. Nous, on l'associe à la logistique urbaine parce qu'on a vu les données. Donc, réduire cette empreinte de transport va réduire l'empreinte logistique. Et pour ça, il faut pouvoir consolider les livraisons. Ça, c'est un point important parce que sinon, on continue à avoir un colis, un arrêt, un colis, un arrêt. Donc, comment on peut consolider les livraisons ? Maintenant, si on consolide les livraisons sans amener un vrai service aux habitants, ça ne sert à rien. Et donc, il faut absolument que l'expérience client soit très bonne pour l'ensemble des flux, entrants, sortants. Et donc, notre vocation, si on pouvait installer une infrastructure comme celle-là, c'est d'être au plus proche des habitants, de façon à ce que ça soit facile d'usage. Et bien sûr que le système fonctionne bien. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle infrastructure. Et notre idée, notre vision, ça serait de pouvoir l'installer à moins de 5 minutes de chaque habitant d'un centre-ville. Parce que dans ces cas-là, à moins de 5 minutes, le service est vraiment pratique et la proximité va vraiment parler. Et je vais vous en parler dans quelques temps, parce que, dans quelques secondes. C'est concret pour nous parce qu'on l'a déployé à Tokyo. Et donc je vais pouvoir vous parler de l'expérience de Tokyo. Et comme le dit très bien Vincent, en fait, les villes doivent apprendre les unes des autres. Et donc l'expérience de Tokyo peut être une belle référence pour pouvoir regarder comment dupliquer ça en France et dans les pays européens, entre autres. Alors pourquoi nous, en plus, on est très intéressés par un système de déploiement en fait, d'infrastructures avec des consignes automatiques ? C'est parce que dans ces cas-là, c'est un réseau ouvert. Nous, on est agnostique de tout, donc on n'est pas un transporteur nous-mêmes. Donc on est ouvert à tous les transporteurs, mais on est ouvert aussi à tous les commerçants de quartier
Et donc ça veut dire qu'une infrastructure installée s'ouvre aux commerçants de quartier, automatiquement. Et ils peuvent l'utiliser, autant pour leurs commandes click and collect qui ont explosé pendant le Covid, que pour tout autre service qu'ils veulent amener aux habitants. Elle est juste à leur disposition. Et puis c'est rajouté, parce que cette slide avant, j'en avais que 4 de bulles, maintenant j'en ai 5. C'est rajouté l'enjeu du sans contact avec le Covid, parce que nos systèmes se monitorent complètement par des applis. Et donc on peut tout à fait reprendre son colis ou en livrer un sans toucher un bout de métal. Et donc ça, c'était un point qu'on avait sous-estimé avant et qui devient super important. Donc ces 5 enjeux peuvent être couverts par nos consignes automatiques. Bon, là, je vous montre quelques exemples, mais c'est bien sûr des choses concrètes. Donc on a des solutions qui peuvent s'installer dehors, qui peuvent s'installer dedans. C'est totalement configurable. Et on vient de lancer, mais là, il y a 2 mois, un système qu'on appelle le Light, qui est sans écran, donc il n'y a pas besoin d'électricité, et qui est totalement modulaire. C'est ce qu'on a voulu montrer là. Donc c'est des modules qu'on met les uns sur les autres, ce qui permet en fait de vraiment pouvoir aller chercher cette densité, parce qu'on peut installer ces modules où on veut, puisqu'il n'y a pas besoin d'électricité, et les configurer comme on veut, puisqu'ils sont totalement modulaires. Donc si on a besoin de 5 casiers, on met 5 casiers. Si on a besoin de 25 casiers, on met 25 casiers. Ce qui n'est pas du tout des options possibles avec des systèmes traditionnels qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, donc ça, c'est le sans contact. Je ne vais pas insister là-dessus. Ce sont des éléments connus. Voilà. C'est ça qui m'intéressait de vous partager avec vous. C'est ce qu'on a fait au Japon. On a lancé ça en 2016 et on a déjà 5500 consignes d'installer. Donc c'est extrêmement concret. Et bien évidemment pas sur l'ensemble du territoire japonais, mais on a visé les grandes villes et on en a 4000 à Tokyo. Ce n'est pas encore assez pour parler d'une densité à moins de 5 minutes, bien évidemment, vu l'agglomération de Tokyo. Paris, c'est la ville de 15 minutes. Donc, non, voilà. Mais 15 minutes, donc 15 minutes, on doit y être. 15 minutes, bah voilà. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'en ayant cette densité, et depuis cette année, on a déployé 2 nouveaux services qu'on n'imaginait pas, sincèrement. Le premier, c'est justement le Bon Coin japonais, ça s'appelle Mercari. Mercari, c'est 85% des volumes de C2C. Et maintenant, 50% des volumes qui passent dans nos consignes, c'est du C2C. Donc c'est Vincent qui m'a vendu un produit, qui descend en bas de chez lui, la consigne elle est là, il la met dans la consigne, donc ça lui a pris 30 secondes. Le transporteur, qui était désigné au départ quand même, prend le colis et me le livre ou le dépose dans une consigne tout près de chez moi. Et donc ça fonctionne, enfin la preuve que ça fonctionne, c'est que c'est 50% de nos volumes. Donc on a vraiment développé un service nouveau. Et le deuxième qui apparaît, donc ça c'est aussi spécifique au Japon, ce sont les pharmacies en fait qui utilisent maintenant nos consignes parce qu'en fait il y a les clients qui appellent, qui donnent la prescription, qui envoient une pharmacie de la prescription bien évidemment. Le médicament est préparé, il est mis dans la consigne et quand le médicament est retiré, la pharmacie est informée et la pharmacie rappelle le client pour lui donner le moyen d'utiliser. Et tout ça, ça permet de faciliter l'ensemble de ces gestions de ces transactions parce qu'on les désynchronise et ça fonctionne. Donc ça, c'est notre expérience japonaise. Et puis, il y a plein de villes aujourd'hui qui nous sollicitent pour ces sujets-là. Et la plus avancée, je ne sais pas si ça verra le jour, mais c'est Londres, qui a fixé des objectifs extrêmement ambitieux de réduction de CO2, extrêmement ambitieux, et des objectifs extrêmement ambitieux de décongestion du centre-ville. Et sur la base de ces 2 objectifs, elle a mis en place des partenariats avec beaucoup d'entreprises, dont nous, pour savoir comment on pouvait demain les aider à atteindre ces objectifs-là. Voilà, donc c'est ma dernière slide. Mais je crois que j'ai dit à peu près tout ça. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que c'est vraiment une gestion totalement autonome, parce que complètement désynchronisée. On peut la mettre où on veut, encore une fois, parce que notre gamme permet de les installer dehors et sans électricité s'il le faut. Et puis, je l'ai dit, c'est quelque chose d'ouvert. Donc en fait, tous les acteurs peuvent l'utiliser. C'est vraiment un open network. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on voit la réponse de certaines entreprises très innovantes sur le sujet des villes. Hakim, l'idée de revenir un petit peu, donc il y a à la fois des enjeux et des propositions extrêmement concrètes d'innovation et en même temps des personnes qui réfléchissent et des études qui permettent d'essayer de prendre de la hauteur et de prendre des décisions. Donc tu as participé récemment à la mise en place d'une étude et d'un rapport. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, on s'est posé la question avec le Quai d'Orsay. Donc c'est une mission de Jean-Yves Le Drian qui avait une vocation, c'est de savoir quelle était la place de la France sur la ville intelligente.
terme que je déteste, mais on le sait, ça s'appelle comme ça. On préfère la ville intelligible ou la ville bienveillante, résiliente, performante. Définie intelligible, comme ça va devenir une définition. À chaque fois, on parlera, on dit la ville intelligible de Hakim Oral. Bien sûr. Bien sûr. La ville intelligible, c'est parce que, au fond, ce sur quoi on a travaillé, on a fait 80 auditions dans le monde pour parler avec des maires de ce que était pour eux la ville intelligente. Et au fond, est-ce que la France pouvait leur inspirer comme fabrication de la ville de demain? Et ce sur quoi, évidemment, tout le monde ici le sait, c'est que l'enjeu pour nous, on parlait de jumeaux numériques, mais au fond, l'enjeu politique, dans son sens noble, je vous rassure, c'est quand même d'être usager centré. C'est-à-dire, au fond, autour du citoyen, d'avoir une capacité à adapter le service, à pouvoir le rendre plus pertinent au regard de ses récurrences en termes d'accès à des services, et surtout de pouvoir être dans les enjeux de durabilité, de solidarité et de capacité de connexion, et quand je dis connexion, à tous les niveaux. Et donc la ville intelligible, c'est au fond de ne perdre personne, et de pouvoir, d'une certaine manière, grâce aux données qu'on va agréger, grâce aux systèmes qui seront mieux interopérables, plus interopérables avec une stratégie d'API, c'est au fond d'avoir une lecture du territoire qui soit la plus précise possible, en réalité augmentée, sur appli ou je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment un enjeu fort. Dans ce rapport, je vais vite parce qu'il est disponible sur le site du Quai d'Orsay, ce rapport, il faisait suite à 2 autres rapports que j'avais remis au gouvernement. Le premier sur la gouvernance des politiques dans les territoires, qui avait une vocation, c'était de se dire, au fond, dans les territoires, est-ce qu'on a un rôle de maillage sur un système back-office qui soit à la hauteur des enjeux de demain. Et on voit bien aujourd'hui tout ce qui s'est passé, qu'au fond, on n'est pas en retard, mais d'une certaine manière, on a dû un peu nous pousser à la roue pour être à la hauteur, et je parle des collectivités notamment. Le deuxième rapport, il était sur l'innovation publique territoriale, au moment de la loi NOTRe, je ne vais pas vous la faire, et on se posait la question avec Maryse Lebranchu de savoir quelle était, au fond, la place du citoyen dans la capacité de décider les politiques qui le concernent. Et on avait travaillé sur le droit à l'expérimentation. Aujourd'hui, avec le Covid, la question du droit à l'expérimentation renvoie à la capacité de résilience, d'agilité sur les territoires. Et aujourd'hui, il faut la mettre en œuvre. Et la deuxième chose, c'était ce qu'on avait appelé le pacte public-privé-population, qui était de se dire, aujourd'hui, dans l'ensemble des politiques publiques que nous menons, mais au fond, dans le cadre des services qui sont disponibles sur les territoires, il faut qu'on agrège le besoin des citoyens pour, au fond, être dans un format laboratoire qui permette d'avoir une capacité d'être en résonance avec la réalité de nos concitoyens. Ça veut dire aussi une volonté de bouger plus vite que la musique parfois, les marchés publics, de les accélérer, de pouvoir avoir des acteurs qui soient déclenchables plus rapidement. Voilà. Le rapport avait un intérêt, c'était vraiment de savoir est-ce que la France était positionnée. Sur un sujet, et je termine là, c'est au fond d'avoir une vision intégrée de la ville et du territoire. On n'a pas une vision sur la question de l'accès à l'eau, l'accès à la mobilité, l'accès aux services publics, de l'éducation, de je ne sais quoi. C'est au fond le territoire en tant que tel devient une sorte de place de marché qui renvoie à des services privés ou des services publics, qui soient interconnectés, qui soient disponibles en ligne. Et derrière, nous, le rôle que les collectivités auront demain, c'est plutôt un hub d'innovation qui soit capable d'assurer une robustesse des systèmes. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup pour ces échanges. On était très heureux de vous recevoir ce matin. Et on continue les conversations à la pause tout à l'heure. Merci beaucoup.